Le kiosque d'Europe 1, cette fois-ci, est ouvert avec nos chroniqueurs qui ont démasqué les histoires d'actualité du jour. Aude Vernuccio dans son tour de France de la presse régionale, Samuel Etienne dans son périple planétaire avec la presse internationale, Emmanuel Dutheil dans son desk, son bureau de l'économie, et Guillaume Janton dans son univers toujours impitoyable de la télévision. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence donc avec vos quotidiens nationaux. Et voilà le retour du travail le dimanche et le soir en une de vos journaux ce matin. Paris sera ouvert la nuit, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Dans la capitale, les syndicats prêts à une guerre d'usure contre le travail dominical, précise en première page de Figaro. Et pour l'humanité, c'est l'entourloupe de Macron pour étendre le travail du dimanche. Le ton est donné, comme l'explique Le Parisien. C'est une petite bombe sociale au milieu de l'été. De quoi s'agit-il si vous n'avez pas suivi tout le feuilleton? Le projet de décret des zones touristiques internationales qui peuvent ouvrir le dimanche et le soir vient d'être rendu public et il n'y a plus 4 zones comme ça a été envisagé un temps, mais 12 à Paris. Les touristes n'attendent que cela, selon Le Parisien aujourd'hui. Faire les magasins est aussi prioritaire que visiter la ville, et une plus grande amplitude des horaires d'ouverture est bien vue par ces étrangers qui adorent faire du shopping à Paris. C'est même essentiel pour rester attractif, lit-on dans le Figaro. Oui, mais la bataille est loin d'être terminée. Pour l'humanité, certains syndicats dénoncent une grave dérive où l'on confond centres commerciaux et secteurs réellement touristiques. À la une de vos régions, quelle histoire a retenu donc votre attention ce matin, Aude Vernuccio? Alors c'est un titre à la une du Courrier de l'Ouest. Le millésime 2015 s'annonce excellent. On parle de vin, évidemment. Si la sécheresse des mois de juillet et août a handicapé les agriculteurs, elle a fortement avantagé les vignes. C'est le cas du domaine Chauvin dans le Maine-et-Loire qui produit du vin d'Anjou. Cette année, Paul Éric se réjouit. Les températures caniculaires ont limité les risques de maladies, d'autant que l'arrivée de la pluie la semaine dernière a fait évoluer les grappes à vitesse grand V, notamment celles destinées à la fabrication du chenin. Alors, est-ce que vous en avez déjà bu? Chenin, non. Alors, vous c'est un connaissez vin... Samuel qui connaît bien le vin. Pas du tout. Mon petit frère qui est très spécialiste, lui, il me dit que c'est un grand vin. Moi, je n'y connais rien du tout. Alors, c'est un vin blanc, assez sec, très apprécié par Rabelais, d'ailleurs, à l'époque, qu'on appelle aussi le pinot noir. Et en ce 19 août, les grains de raisin sont déjà translucides, presque de couleur or, constate Paul Éric avec émotion. Ouais. Alors, est-ce que les vendanges s'annoncent bonnes partout ou seulement dans le Maine-et-Loire, Aude? Alors, ça dépend des régions. Dans le Bordelais, les conditions ont été idylliques, par exemple. En Bourgogne, en revanche, la vigne a mal vécu la chaleur. On compte quand même 40% de précipitations de moins que ces 30 dernières années. Et s'il ne pleut pas suffisamment en août, les vignerons redoutent le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau. Quant aux chanceux, attention, qui dit qualité ne dit pas forcément quantité. Les stocks se font rares depuis quelques années et ces vendanges en avance pourraient encore les réduire. Je vous cite donc cette phrase très juste de la Fédération viticole d'Anjou: ne vendons pas le millésime avant de l'avoir récolté. Et ensuite goûter quand même aussi, bien sûr. Dans un second temps. Non, pas à 7h16 et avec modération. Moi, je connais plus effectivement le Layon, en fait, ou le coteau le coteau du Layon. Le coteau du Layon, effectivement, qui est très c'est bon, plus en apéritif, là, du coup, c'est plus sucré. Oui. On peut le prendre le matin. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais... C'est trop tôt, là, c'est trop tôt. Allez, la presse internationale avec vous, Samuel Etienne. Oui, Patrick, direction les États-Unis ce matin pour cette toute première fois dans l'histoire du pays. 2 femmes viennent de réussir la prestigieuse et difficile formation militaire des Rangers. C'est une unité d'élite de l'armée américaine. Vous vous souvenez peut-être du film de Ridley Scott, G.I. Jane, sorti en 1997 avec Demi Moore. Pas vous, Aude, vous étiez à peine né. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un bon anniversaire. Merci Samuel. Bon anniversaire. Une lionne. Et bien maintenant... Oui, c'est vrai. Et bien maintenant, G.I. Jane donc existe. L'information a fait la une de tous les médias américains ces dernières heures. Il faut dire que c'est une véritable révolution et une victoire importante bien sûr pour les partisans de l'intégration la plus complète des femmes dans l'armée américaine, y compris dans les unités combattantes au nom de l'égalité des sexes. Il faut rappeler que l'administration Obama a décidé en 2013 que tous les postes de l'armée devaient être ouverts aux femmes à compter du 1er janvier 2016. Oui, ça c'est vrai, c'est une grande promesse. Et du coup, on en est où alors de cette ouverture des femmes dans l'armée? Patrick, ça progresse, mais alors doucement. Aujourd'hui, 91 000 postes sont ouverts aux femmes au sein de l'armée américaine, mais 331 000 restent réservés aux hommes. Les femmes peuvent désormais entretenir des chars, opérer sur des batteries lance-roquettes, faire du déminage. En revanche, elles ne peuvent toujours pas accéder aux
poste de combat dans l'infanterie, dans les blindés. Elles ne peuvent pas non plus servir dans les forces spéciales. À moins de dire une bêtise, les Rangers, pourtant, Samuel, c'est l'une des unités d'élite de l'armée américaine. Exactement, c'est vrai, mais c'est là qu'on voit que le chemin est encore long pour atteindre l'égalité des sexes au sein de l'US Army. Les 2 femmes dont je parlais ont bien réussi la formation des Rangers, mais maintenant elles vont retourner dans leur unité d'origine. Car le célèbre 75e régiment des Rangers, qui a participé à la plupart des conflits où l'Amérique a été impliquée, eh bien lui n'est toujours pas ouvert aux femmes. C'est un peu paradoxal. Vous le voyez, les G.I. Jane ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Merci Samuel Etienne. Et à propos de bataille, une grande bataille qui est en train de se profiler à la une de la presse, pas de l'économie, mais globalement qui est dans la croix. C'est ça qui a attiré votre attention, Emmanuel Dutheil. Oui, moi je veux vous parler ce matin d'un dossier passionnant sur l'Arctique. Comme vous l'avez dit, c'est retrouvé en une du journal La Croix. Alors, la Russie, le Danemark, le Canada, la Norvège ou les États-Unis cherchent en effet à renforcer leur influence sur cette zone. C'est un défi pour eux considérable. L'Arctique est en effet considéré par beaucoup comme un possible Eldorado. Il y aurait notamment beaucoup de pétrole. Et toute la question est donc de savoir à qui appartient telle ou telle zone de l'Arctique. La Croix nous dit ce matin que les Russes, par exemple, ont déposé au début du mois auprès de l'ONU une nouvelle demande d'extension de leur souveraineté sur une partie de l'océan Arctique. Moscou avait déjà fait une demande en 2002. Elle avait été à l'époque rejetée. Mais là, selon La Croix, les Russes ont entrepris des campagnes gigantesques de cartographie, de géologie sous-marine pour étayer leur dossier. Alors, ils ne sont pas les seuls, bien loin de là, à le faire. Le pétrolier Shell, par exemple, a été autorisé, lui, en début de semaine par les Américains à creuser plus profondément au large de l'Alaska dans le cadre de forages pour le moment exploratoires. Oui, et Emmanuel, est-ce que l'on a une idée de ce que l'on pourra trouver justement dans le sous-sol de l'Arctique? Alors, selon les chiffres cités ce matin par La Croix, qui reprend les grandes données connues, l'océan Arctique recèlerait 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert de la planète. Alors, si ça devait se vérifier, car pour le moment c'est quand même encore très théorique, ce serait bien évidemment énorme. Alors, c'est quand même un pétrole qui est compliqué à aller chercher, mais on sait aussi que l'Arctique est riche en minerais, semble-t-il, comme le cuivre, le nickel. Il y a aussi beaucoup de poissons. Là encore, c'est une mine potentielle. La Croix cite notamment la morue, le hareng ou l'aigle-fin. Désolé pour tous ces poissons si tôt le matin. Il faut ajouter à cela également les passages maritimes du nord-ouest au nord-est. Là, c'est pour les bateaux. Ce sont les routes maritimes. Ça permettrait, selon La Croix, un raccourci d'environ 6000 km et ça permettrait de diviser par 2 le temps de trajet. Alors là encore, on voit tout le potentiel, mais il y a quand même un gros mais. Ce mais, c'est le risque écologique. L'Arctique joue en effet un rôle essentiel dans la régulation du climat. Une trop grosse exploitation pourrait bien évidemment être une catastrophe pour l'avenir de cette zone. Oui, les associations mettent en garde évidemment, et on va beaucoup en parler probablement dans les semaines qui viennent, avant la conférence sur le climat qui aura lieu donc à la fin de l'année à Paris. Merci Emmanuel Dutheil. À la télévision ce soir, Guillaume Janton. Oui. Alors, moi, César, 10 ans et demi, 1m39. C'est beaucoup trop long comme titre. Alors Sur ce France soir, 4. absolument, France 4, sur France 4, vous allez découvrir ou redécouvrir ce film de Richard Berry qui raconte l'histoire de César, un petit garçon intelligent, enjoué et légèrement enrobé. Bref, un enfant trop mignon dont tous les parents rêvent. La preuve lorsqu'il va gentiment chercher du pain pour sa maman à la boulangerie. Et avec ça, ce sera tout? Et une polonaise au chocolat, s'il vous plaît. Il est gourmand, Ta gueule. César a tout de même un sacré caractère, sauf quand il aperçoit Sarah, une fille de sa classe dont il est fou amoureux. Avec elle, il perd tous ses moyens. Ça fait longtemps que t'habites le quartier? Ouais. Depuis que t'es né? Ouais. Et ça te plaît? Ben ouais. Et pour impressionner Sarah, César est prêt à tout, même à prendre le train tout seul comme un grand jusqu'à Londres pour la rejoindre, quitte à mentir à ses parents. Et oui, il n'hésite pas à leur raconter des salades, César. Excellent. Et tiens, les parents de César, justement, que font-ils dans la vie? Eh bien, son père est un commerçant pour qui les affaires vont mal, un homme assez distant avec son fils et sa mère. Elle travaille, ta maman? Elle a eu un travail à mi-temps dans un magasin. Mais là, elle a pris une année sympathique. Sympathique, comme cette comédie avec entre autres Jean-Paul Rouve, Cécile de France, Stéphane Guillon et Joséphine Berry, la fille de Richard Berry. Un film intergénérationnel qui nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. Mention spéciale pour la réalisation de ce long métrage, filmé avec des plans subjectifs à hauteur des enfants. Et pour finir, j'ajouterai à propos de ce film proposé ce soir à 20h50 sur France 4 que comme César, je suis venu, j'ai vu et ça m'a plu. Ah bah bravo. Merci Guillaume Janton, merci à tous et rideau sur le kiosque ce matin. Europe 1, 7h23, Patrick Roger. Les grands reportages d'Europe 1, c'est dans une minute.